Bonsoir à tout le monde. Donc nous allons pouvoir démarrer. Il est 19 heures. Bienvenue au public, venus nombreux ce soir. Tous les conseils municipaux qui traitent des budgets attirent du monde, mais là il y a encore plus de monde. Je ne sais pas, peut-être quelque chose de particulier. Et bonsoir à la presse. Bonsoir chers collègues. Donc je demande à Patrick s'il veut bien faire l'appel. Merci. Bonsoir à tous et à toutes. Je fais donc l'appel. Bayon-Noyer Yves. Biel Marie-Hélène. Bresson Laurent. Mérigot Hélène. Gomez Eliane. Royer Christian. David Mathieu Christiane. Quai Patrick présent. Louis Olivier. Leclerc Jean-François. Tavernari Roland. Lanès Thierry, représenté par Jean-François Leclerc. Villon Patrick. Vedel Chantal. Présente. Lecomte Françoise. Florence, pardon. Lecomte Florence. Gomez Lionel. Présent. André Geski, Renaud, Florence. Voilà. Pereira Elisabeth, représentée par Chantal Vedel. Rémi Laurent. Bourdelin Sylvie. Schneider-Estel, représentée par Marie-Hélène Biel. Bouillin Marine. Oui. Piasecki Valérie. Ting Boris n'est pas là. Nicolas. Jacques Nicolas. Oui, présent. Paul Bruno. Agoguet Fernaillon Véronique. Elamili Neza. Va arriver. Et Pierre Claire, il va arriver. Un pouvoir pour Véronique Agoguet, d'accord. Parfait. Merci. Très bien, nous pouvons donc ouvrir ce conseil municipal. Donc le premier point, c'est l'approbation du compte-rendu de la séance du conseil municipal dernier, donc du 17 décembre. Y a-t-il des questions, des commentaires? Donc je le soumets à votre... Oui, monsieur Nicolas. Le micro, s'il te plaît. Je voulais juste faire remarquer que tous les échanges qu'il y a eu au début du conseil municipal ont disparu par l'opération du Saint-Esprit du compte-rendu. Bon, c'est peut-être la coutume, mais comme c'était la première fois que j'en étais, en quelque sorte, la victime, je voulais le signaler si des gens ne l'avaient pas aperçu. Voilà. L'ensemble des échanges sont enregistrés et sont mis sur le site Je sais que en communication audio, donc il n'y a aucune modification, puisque c'est l'exactitude de ce qui a été prononcé qui est retracé par l'audio. Mais c'est un débat qu'on a eu depuis... je sais bien, mais ce débat, je ne le vivais pas du même côté, donc maintenant, je m'en aperçois donc, comme ça, du sort d'apercevoir. Donc c'est tout à fait conforme au règlement intérieur. Oui, Madame Agoguet. Oui, je voulais préciser donc que nous, c'est la raison pour laquelle on s'abstient depuis le début sur le compte-rendu du conseil municipal précédent à chaque fois, puisque on avait demandé à ce que ce soit écrit, que les débats soient écrits dans leur intégralité dans les comptes rendus du conseil. Vous nous avez dit non, ça serait trop long, il faudrait, voilà, c'est de l'organisation, alors que c'est fait partout. L'intercommunalité, par exemple, c'est écrit. Si les débats sont écrits, Madame Biel. Dans toutes les communes, c'est écrit. Et ici, vous nous avez précisé que l'intégralité était sous forme audio. Donc, plutôt que de refuser d'approuver les comptes rendus, on s'abstient désormais, depuis que les comptes rendus audio sont sur le site de la mairie. Mais voilà. Mais vous êtes parfaitement dans votre droit et on le sait depuis 6 ans, donc pas de difficulté. Nous maintenons l'opération d'enregistrer. D'ailleurs, c'est encore plus fidèle, puisque c'est un enregistrement. S'il faut s'y reporter, tout citoyen peut s'y reporter. Donc je soumets à votre approbation le compte-rendu de la séance du Conseil du 17 décembre dernier. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc 3 abstentions, 4 abstentions. Donc merci, approuvé à la majorité. Madame Neza, je vous souhaite le bon accueil. Vous avez eu la courtoisie de me dire que c'était votre dernier conseil municipal avant la fin de la mandature, puisque le prochain, vous serez en mariage. Donc je voulais vous exprimer au nom du conseil municipal toutes nos félicitations. Voilà.
Donc, le premier point, les communications des décisions du maire. Elles sont au nombre de 12. Y a-t-il des questions? Madame Agoguet, je vous en prie. Oui, je voulais revenir sur la décision 2020-001 qui concerne l'acquisition d'un fourgon pour les ateliers municipaux. Je voulais savoir, vous n'avez jamais demandé un devis pour un véhicule au gaz, enfin une solution alternative, parce que là, on retourne sur un véhicule diesel. Je voulais savoir si vous aviez demandé des devis pour une autre formule. Je ne vous parle pas d'électricité parce que je sais que vous êtes contre, mais au moins le gaz. Non. Bon, enfin, vous dites des choses, je suis contre. Non, je ne sais pas pourquoi vous dites ça. Non, je ne suis pas contre l'électricité. Bon. Parce que vous Mais bon, vous êtes attendez, débarrassé des véhicules électriques de la mairie et que vous nous aviez dit qu'à l'époque, ça n'avait aucun sens selon votre idée. Non, mais bon, il y a d'autres solutions alternatives. Mais ce n'est pas du tout ça. Simplement, on a hérité d'un véhicule électrique qui ne fonctionnait pas, qui n'était plus fabriqué, qui n'était plus maintenu. Bon, donc voilà, on a été amené à l'arrêter. D'ailleurs, il a été cédé à l'intercommunalité dans le cadre du transfert de compétences de l'assainissement, puisqu'il était affecté à ce budget, et l'intercommunalité a eu énormément de difficultés et l'a remis à la casse. Voilà, bon. Donc, sur cette acquisition propre, je ne sais pas si on a fait des comparatifs pour l'investissement d'un véhicule au gaz, mais je sais que sur le passé, ça avait été fait. Mais sur celui-ci, je ne suis pas en situation de vous répondre. Très bien. Donc, oui. Sur la décision 003, la maison des médecins, là, 003. Oui. La dépense qui était prévue de 250 000 € est passée à 325 900 €. Oui. J'aimerais savoir ce que ça représente, la différence. Ben, la différence, c'est que dans un premier temps, on avait demandé à l'architecte de faire une simple restauration, mais qui ne permettait pas de rendre complètement, je dirais, le service d'ouverture des 3 cabinets, plus d'une salle d'attente et d'un coin de secrétariat. Et donc, le projet a été amené à être revu avec une déconstruction d'une partie de préau et 2 constructions, je dirais, complémentaires. On sera amené à en parler tout à l'heure, puisqu'il y a une délibération d'un petit bâtiment adjacent qui s'est écroulé. Alors moi, dans le même ordre d'idée, cette dépense de 250 000 €, elle représentait donc pour l'architecte un paiement de 25 000 €, puisqu'il était à 10%, et à 25 000 €, c'est le passage à la commission d'appel d'offres. Donc on est passé en dessous de la commission d'appel d'offres à 25 € près. Donc c'était... Et de cette façon-là, on n'a pas eu à faire un appel d'offres pour choisir l'architecte. D'accord ? Et étant donné qu'on passe à l'ensemble de l'opération, j'ai vu dans le budget à 425 000 € quand on ajoute tout, je pense qu'il aurait peut-être été normal de repasser la commission de l'architecte par un appel d'offres, ce qui aurait été la procédure qu'on aurait dû faire dès le départ si on avait fait la bonne estimation au départ. Ce jeu autour des 25 000 €, je le trouve curieux, pour le moins. Alors, je pense que vos informations datent un peu, puisque aujourd'hui, ce n'est plus 25 000 €, c'est 42 000 € les seuils de déclenchement. Hein. Et deuxièmement, si on applique le raisonnement que vous venez de développer, ben, ça veut dire que les frais d'architecte ne seraient plus de 24 975 €, mais ils seraient montés à 42 000 €. Peut-être que l'intérêt de la commune est celui que nous avons appliqué. Il est aussi en tout normal. cas, il y a une différence importante. Oui, enfin, c'est voilà. juste que je voulais faire remarquer. Il se trouve de que c'est traiter à un taux de 7,66 est plutôt performant en matière de frais d'architecte. Au moment où on a fait la première estimation à 25 000 €, c'était déjà 40 000 €. Oui, le décret est paru tout récemment. Je l'ignorais, je vous remercie. Très bien, donc je vous remercie. Moi j'ai des questions. Oui, Désolée. je vous en prie. Pour la décision 2019-100, je voulais juste avoir des précisions du coup sur les activités. Attendez, 2019 combien 100.
100, oui, pardon. Sur les activités qui seraient exercées. Sur la 101, est-ce qu'on pourrait avoir l'objet de l'avenant, du coup, parce qu'on parle d'avenant, mais on n'a pas de précision. Et sur la 103, qu'est-ce que j'avais noté ? Je vous réponds sur la 100 d'abord. Oui, bien sûr. Donc il s'agit d'un terrain, je dirais, qui était loué par une société civile agricole. Et donc on est arrivé en fin de bail, et donc on a décidé de renouveler pour qu'on ait une maintenance propre de ce terrain. Et donc on a appliqué les taux de location qui sont conformes aux indices des fermages. Okay. Pour la 101, du coup, l'objet de l'avenant. Alors la 101, donc peut-être que Laurent pourrait en parler, puisque ça concerne un renouvellement, mais pour une période courte, de la convention avec Clear Channel. Ça y est. Juste pour rappel, donc nous sommes sur la ville du Thor. Nous avons 5 emplacements de type SU7. Vous savez, c'est les panneaux 120, 176. Donc nous avons un conventionnement avec la société Clear Channel qui nous permet de faire bénéficier gracieusement aux associations thoroises d'une face pour leur propre manifestation. Donc cette convention arrivée à échéance il y a maintenant 2 ans. Nous avions fait un premier avenant. Le service de la commande publique devait renouveler donc un marché public. Ce sont des conventions qui sont assez longues dans la durée, qui engagent les mairies au minimum pour 10 à 15 ans. Et compte tenu du programme prochain de renouvellement de la mandature, il nous a semblé plus cohérent, plutôt que de s'engager et d'engager la municipalité sur encore un contrat, une convention de 10 ou 15 ans, de refaire un avenant, ce qui nous est autorisé, de manière à nous laisser le temps par la suite en fonction du prochain mandat et de s'engager auprès d'un prestataire. Ok, merci. Et pour la 103, pourquoi la souscription d'un tel contrat maintenant ? Alors, ce n'est pas la souscription. Nous avons mis en place la taxe locale sur la publicité extérieure déjà depuis 3 ans, que cette mise en place a été accompagnée par un cabinet, le cabinet Marson Conseil, et donc là, ça porte sur l'exercice 2020, puisque nous voulons maintenir, une opération de communication et bien évidemment de prélèvement de la taxe sur la publicité locale extérieure. Donc ça permet de traiter l'année 2020. Budget primitif pour l'exercice 2020 et nous allons nous répartir les rôles avec Patrick. Donc je vais lire l'exposé des motifs et Patrick enchaînera avec le budget, la section de fonctionnement. Donc le projet de budget qui est inscrit dans les autres documents, comme les années précédentes, est dans une démarche générale recommandée par l'État de maintenir les dépenses de fonctionnement et de rechercher les optimisations possibles afin de maîtriser les évolutions budgétaires. C'est vraiment les grands messages que nous recevons de la part de l'État. Les décisions prises les années précédentes en termes de rationalisation des dépenses et d'organisation portent pleinement leurs fruits. La mise en place, dès 2018, des optimisations de structure entre le CCAS et la commune ont prouvé leur efficacité en 2019 et continue donc sur 2020. Le poste frais de personnel, qui absorbe, je le rappelle, plus de la moitié du budget de fonctionnement, reste, comme les années passées, placé sous haute vigilance. Les décisions prises en regroupement de services doivent permettre cette optimisation entendue au niveau communal, c'est-à-dire CCAS et communes réunies. Troisièmement, les taux de fiscalité locale seront maintenus pour 2020 au même niveau que 2017, 2018 et 2019. L'inconnu sur le dispositif d'État pour compenser la part de la taxe d'habitation qui sera exonérée n'est pas encore totalement éclairci par l'État, même si un certain nombre d'informations nous arrivent. En matière d'investissement,
le budget 2020 verra la continuité de certains dossiers majeurs pour la commune, au premier rang desquels le dossier Cœur de Ville, qui est rentré dans sa phase opérationnelle sur le dernier semestre 2019 et qui continue sur ce premier semestre 2020 et dont la seconde phase se développera en fin d'année 2020. La phase opérationnelle des travaux de construction de 2 courts de tennis couverts se réalisera dès le premier semestre 2020. Le budget ci-après détaille chaque réalisation hors opération et par opération et donne le poids relatif de chacune. Dans le même temps, des études sont lancées pour la réalisation de travaux sur 2020, notamment pour la médiathèque, avec pour cible le choix de l'architecte qui pilotera le dossier et le lancement des appels d'offres. Enfin, le choix de l'architecte qui réalisera les études pour la future construction de la halle multisport est inscrit au budget 2020. Comme pour l'exercice précédent, les excédents du budget de fonctionnement et le recours à l'emprunt doivent permettre la réalisation des investissements nécessaires à la commune. Donc le budget est voté au chapitre pour la section de fonctionnement, d'une part, et pour la section d'investissement, d'autre part. Cette dernière comporte des chapitres opérations d'équipement et l'ensemble des éléments est repris dans le budget principal annexé à la délibération. En résumé, la section de fonctionnement s'équilibre à 8 482 569 et la section d'investissement s'équilibre à 6 617 383. Patrick, je te laisse la parole, merci. Donc le budget représente un total global de 15 millions d'euros. Et lorsque j'ai présenté le budget pour la première fois, il était à 12 millions d'euros. Donc nous passons à la section de fonctionnement. La section de fonctionnement s'équilibre à 8 482 569 euros, soit une augmentation de plus 3,10% par rapport au budget primitif 2019. Alors nous voyons d'abord les dépenses de fonctionnement qui sont présentées sur le camembert que vous avez sur l'écran. Et la principale dépense, c'est les charges de personnel qui représentent 56%. Ensuite, vous avez les charges à caractère général qui représentent 18%. Les autres charges de gestion courante, 11%. Et puis, vous voyez, les charges financières, 1%, c'est très faible. Et les virements à la section d'investissement, c'est ce qui est viré à la section d'investissement qui correspond à la différence entre les dépenses, les recettes et les dépenses. Mais nous allons voir ça plus en détail maintenant. Donc, les charges de personnel. Il est proposé d'inscrire en 2020 à ce chapitre 4 753 177 euros, soit une augmentation de seulement 1,11% par rapport au budget primitif 2019. Donc, le total des charges de personnel représenteront 56% de la section de fonctionnement. L'évolution des charges de personnel est très contenue et, comme indiqué dans le débat d'orientation budgétaire, elle permet toutefois d'améliorer le service au taurois avec le recrutement d'un agent au service de l'accueil en prévision d'un départ à la retraite et pour participer aux opérations du recensement et des élections. Deuxièmement, le recrutement des renforts saisonniers sur les services techniques. Et troisièmement, le recrutement des agents recenseurs qui procèdent déjà au recensement. Alors, les charges représentent donc 4 700 000 euros, un peu plus de 4 700 000 euros. Alors, elles étaient en 2003 à 2 millions d'euros. Donc, il y a une augmentation assez forte, mais c'est sur 17 ans, c'est vrai. Alors, les autres charges de fonctionnement. Les charges à caractère général d'abord. Les crédits inscrits au chapitre 011 charges à caractère général sont de 1 499 731 euros, soit une augmentation de 5%, donc qui est plus forte que celle des charges de personnel. Et cette augmentation est liée en majeure partie à l'augmentation des charges liées aux énergies suite au changement de fournisseur. En effet, nous sommes passés d'un fournisseur à un autre suite à un appel d'offres. Le prévisionnel 2020 a été établi en fonction du réalisé 2019, c'est-à-dire que nous reconduisons le chiffre de 2019.
L'augmentation prévue pour 2019. Non, du réalisé 2019. L'augmentation des charges liées à l'eau, mais également le prévisionnel 2020 a été établi en fonction du réalisé 2018 et 2019. Voilà, les autres charges de gestion courante maintenant. Alors, les crédits inscrits au chapitre 65, autres charges de gestion courante, sont de 921 752 €. Ils sont stables par rapport au budget primitif 2019. Alors, que comportent ces charges de gestion courante? Principalement la subvention au CCAS, qui reste stable par rapport à 2019 avec un montant de 300 000 €. La participation au GIP Cuisine Centrale, qui passe de 222 530 € à 203 000, donc elle est en baisse. La contribution au GIP a pu être ajustée suite à l'étude du réalisé 2019, c'est-à-dire que nous avons constaté en 2019 que les dépenses étaient moins inférieures à ce qui avait été prévu. Donc nous avons aligné pour 2020 le chiffre de réalisé 2019. La participation à l'école départementale de musique et de danse s'élève à 180 000 €. Elle est en augmentation de 9 360 € par rapport à 2019, et c'est dû au nombre d'élèves taurois qui a progressé. Il y a 250 inscrits maintenant, soit 13 de plus qu'en 2019. Donc ces subventions sont votées dans le cadre de la délibération d'adoption du budget primitif et font l'objet d'une annexe budgétaire. Les subventions aux associations maintenant. Les enveloppes de subventions aux associations taurois sont en augmentation. Elles sont de 117 660 € pour les subventions de fonctionnement et de 37 760 € pour les subventions d'action. La liste des subventions versées à chaque association fait l'objet de délibérations distinctes qui sont à venir. Restent les subventions versées aux coopératives scolaires qui sont perçues par les écoles qui utilisent ces fonds notamment pour organiser des sorties pédagogiques destinées aux enfants. Et elles sont récapitulées dans le tableau qui représente un total de 17 160 €. Voyons maintenant les atténuations de produits. Les atténuations de produits donc, sont les charges que nous met l'État en plus, une reprise de crédit que nous met l'État pour certains motifs. Par exemple, pour le SRU, c'est-à-dire pour l'insuffisance de logements sociaux constatée dans la commune. Donc la pénalité qui a été appliquée en 2019, elle était de 90 000 €, elle passe à 135 000 €. Donc elle augmente fortement. Cette pénalité est en augmentation car les dépenses réalisées en 2018, soit 2 ans avant, et qui viennent en déduction du prélèvement, étaient en diminution. La contribution de la commune au Fonds national de péréquation intercommunale et communale est également inscrite à ce chapitre. Le montant de cette contribution a été évalué à 130 000 € pour une notification 2019 de 129 525 €, donc c'est une stabilité. Même chose pour le prélèvement pour les dégrèvements de la taxe d'habitation sur les logements vacants depuis plus de 5 ans est estimé à 8 000 €. Donc c'est beaucoup plus faible que le reste. Les charges financières maintenant. La dotation nécessaire au paiement des intérêts de la dette est estimée à 112 000 € en 2020, stable par rapport au budget 2019, malgré les nouveaux emprunts. En effet, les taux interbancaires restent faibles et d'autres emprunts arrivent à terme. L'emprunt qui va être contracté en 2020 ne devrait pas impacter les charges financières sur 2020 puisqu'il sera négocié en fin d'année, mais il aura une influence sur les charges de 2021. Toutefois, celles-ci sont jugées stables par rapport à 2020 parce qu'il y a des tombées d'emprunt. Donc les charges financières, vous voyez que depuis 2013, elles sont passées de 142 000 à 112 000 maintenant. Et elles ont atteint un pic à 357 000 € en 2008. Donc elles peuvent varier très fortement en fonction principalement des emprunts, mais aussi des taux d'intérêt. Et comme chacun le sait, les taux d'intérêt actuels sont bas. Alors, après avoir vu les dépenses, nous voyons maintenant les recettes de fonctionnement. Et nous avons un autre camembert qui s'affiche et qui montre l'importance des recherches liées aux impôts, à la fiscalité locale, aux impôts directs, contributions directes, et aux impôts et taxes contributives. Voilà. Alors, les taxes directes locales. Donc c'est ce que nous appelons les impôts locaux.
Le produit attendu pour 2020 est estimé à 5 111 619 €, soit une progression de 4,59%. Et ça représentera 60% du total des recettes. 60% du total des recettes, donc ça couvre largement les charges de personnel qui représentent 56%. Donc les taxes sont calculées à partir des bases qui nous ont été notifiées ou qui sont estimées pour 2020 et en application des taux qui sont inchangés depuis 2017. Donc la taxe d'habitation va produire 48% du total des taxes, soit 2 440 044 €. La taxe foncière bâtie va produire 2 485 230 €, soit 49%. Et la dernière, la taxe foncière non bâtie, représente moins de 4% du total des recettes fiscales. Alors nous avons également un tableau qui nous présente la comparaison entre les taux qui sont effectifs actuellement sur la taxe d'habitation et sur la taxe foncière bâtie par rapport au taux moyen départemental. Alors pour la taxe d'habitation, nous sommes à 18%, et le taux moyen départemental est à 23,46, et le taux moyen national est encore plus élevé à 24,54. Donc nous sommes en dessous des taux de référence sur la taxe d'habitation. En revanche, sur la taxe foncière bâtie, nous sommes un petit peu au-dessus, puisque nous sommes à 25%, alors que le taux moyen départemental est à 23,13 et le taux moyen national à 21,19. Voilà, alors vous savez qu'il y aura une réforme de la taxe d'habitation, mais elle n'aura pas d'impact pour la commune en 2020, puisque nous sommes toujours dans un système de dégrèvement, c'est-à-dire que l'État nous reverse la taxe d'habitation qui est perçue, et sauf la partie qui a été annulée par l'État, nous est reversée directement. À partir de mi-2021, se substitue un transfert à la taxe foncière perçue par les départements et qui sera mis en place et accompagné d'un mécanisme de compensation. Alors c'est beaucoup plus compliqué. C'est la taxe d'habitation va disparaître en 2023. Alors prenons l'exemple de 2023. À partir de 2023, il n'y a plus de taxe d'habitation, mais on peut calculer ce qu'elle aurait produit si elle était maintenue. Et elle sera remplacée par le versement de la taxe départementale foncière. Mais comme celle-ci sera insuffisante, puisque nous sommes une commune sous-compensée, c'est-à-dire que la taxe foncière ne couvre pas la totalité, la taxe foncière départementale ne couvre pas la totalité de ce que nous recevions comme taxe d'habitation, donc nous bénéficierons d'un coefficient, un coefficient de compensation, un COCO, qui sera de 1,21%. Donc tout ça va se mettre en place progressivement et il reste encore un peu des zones d'ombre et on ne sait pas quelle est la durée de ce mécanisme, bien que nous ayons reçu une lettre du secrétaire d'État récemment à ce sujet qui a donné quelques éclaircissements. Alors les autres recettes fiscales, nous avons les compensations versées par la communauté de communes. Donc elles sont au nombre de 2. Il y a la compensation générale définitive, elle a été fixée à 630 403 €. Et on en déduit les frais communs, comme par exemple les archives. Donc pour 2020, ces éléments restent inchangés par rapport à 2019. L'inscription budgétaire est donc de 615 000 €. Puis la deuxième, c'est la dotation de solidarité communautaire, la DSC, qui est un versement facultatif effectué par les établissements publics de coopération intercommunale au profit des communes membres. Cette dotation devrait être en 2020 de 130 000 €, inchangé par rapport à 2019. Alors les autres recettes fiscales, on a parlé de la taxe locale sur la publicité extérieure tout à l'heure. Elle a été instituée en 2017 et depuis sa mise en place, la réduction du nombre de dispositifs publicitaires qui étaient recherchés a été constatée. Et la prévision budgétaire pour 2020 est identique à celle de 2019, soit 40 000 €. Concernant la taxe additionnelle sur les droits de mutation, ce produit est basé sur les échanges de propriétés. Il est en conséquence très difficile de prévoir à l'avance ce qu'il va donner, son rendement. Il est difficile de l'estimer. Pour le budget prévisionnel de 2020,
La somme de 380 000 euros a été inscrite au budget à titre précautionnel, à titre avec une certaine prudence, puisque en 2017, nous avons obtenu 442 000 euros, et en 2018, 401 000 euros. Donc nous retenons un chiffre prudent pour 2020 de 380 000 euros, qui sera peut-être dépassé. Les autres composantes du chapitre sont stables, mais elles sont très minoritaires. C'est les droits de place au marché, 25 000 euros, et la taxe sur les pylônes, 16 000 euros. Alors nous arrivons maintenant aux dotations et participations de l'État. Je dirais globalement qu'elles sont stables sans aller trop dans le détail. La dotation globale de fonctionnement sera fixée dans le budget à 640 500 euros. La dotation de solidarité rurale est fixée à 328 517 euros, qui est stable par rapport à celui perçu en 2019. Dotation nationale de péréquation, même chose, c'est stable par rapport à 2019 et c'est 213 500 euros. En 2020, la commune percevra deux recettes liées à des événements particuliers qui génèrent également des dépenses, ce qu'on a vu dans les dépenses, c'est l'organisation du recensement qui va nous permettre de recevoir de l'État 18 500 euros et l'organisation des élections municipales qui va nous permettre de recevoir une indemnité de 1 800 euros. Ces deux sommes couvrent à peu près, mais pas tout à fait, les frais qui sont engagés pour les deux événements. Alors, les recettes liées aux accueils collectifs d'enfants mineurs, maisons des jeunes et bourdisses. Hormis les participations des familles qui sont traitées dans le chapitre sur les produits et les services, les activités sont en partie financées par la Caisse d'allocation familiale, la CAF, la Mutualité sociale agricole, la MSA, et le Conseil départemental. La participation totale de la CAF et de la MSA pour 2020 est estimée au même niveau qu'en 2019, à 186 000 euros. La commune perçoit également des aides du Conseil départemental pour les accueils enfance et jeunesse, et celles-ci sont estimées à 9 000 euros. Les autres dotations, le Conseil départemental verse une participation à la commune pour l'utilisation des équipements sportifs par les élèves du collège. La convention établie à ce jour sur la base des tarifs fixés par le Conseil départemental permet de prévoir une recette de 13 300 euros. Donc vous voyez que ces recettes sont importantes, mais enfin c'est quand même plus faible que les dotations globales de l'État. D'autres recettes de fonctionnement, elles sont constituées principalement, on en a parlé tout à l'heure, des contributions des usagers à divers services mis en place par la commune, par exemple la restauration scolaire et les activités proposées par l'espace jeunesse Le Bourdis. Donc les parents payent pour obtenir ces services, et avec des tarifs d'ailleurs très intéressants. Et la prévision budgétaire est de 455 700 euros. Elle est en augmentation par rapport à 2019, en lien avec l'augmentation de la fréquentation aux différents services, et non pas en lien avec une augmentation du prix des services. Les autres produits de gestion courante concernent principalement les revenus des immeubles, loyers et locations diverses, et ces produits sont estimés à 99 300 euros, encore une recette assez faible par rapport au reste. Donc nous arrivons maintenant à la synthèse des dépenses et des recettes de fonctionnement qui sont présentées dans les graphiques que vous avez sur le tableau. Donc vous voyez que les recettes de fonctionnement qui sont en vert, 8 441 279 euros, sont supérieures aux dépenses de fonctionnement qui sont en orange, 7 603 120 euros. Et la différence entre les deux permet d'affecter un amortissement de 420 000 euros, diminué de l'amortissement des subventions, et un virement à la section d'investissement de 459 000 euros. Donc les deux pavés bleus représentent l'autofinancement de la commune qui se monte à 838 159 euros. C'est-à-dire 879 449 euros le vert moins l'orange, et ensuite on enlève le bleu. On enlève le bleu qui est là. Donc voilà, la dotation d'amortissement est estimée à 420 000 euros. L'équilibre de la section de fonctionnement permet d'inscrire un virement à la section d'investissement de 459 449 euros. Donc les deux sommes se retrouvent dans la section d'investissement et permettent de financer les investissements dont va nous parler le maire. Je dis simplement que l'autofinancement est au total donc de 838 159 euros. Il est en progression de 12% par rapport à 2019. Voilà.
Maintenant, je passe la parole au maire pour la Merci. section investissement. Donc je passe à la section d'investissement qui s'équilibre à 6 617 383 €, soit une augmentation de 874 524 par rapport au budget primitif de 2019. Donc la volonté exprimée de relancer l'investissement, qui s'est traduite dans les réalisations des années précédentes, se poursuit cette année avec l'avancée du projet d'aménagement cœur de ville et l'inscription de nouveaux projets. Donc c'est réparti en deux rubriques, les dépenses hors opération et les dépenses par opération. Donc les dépenses hors opération, qui sont des dépenses d'équipement, s'élèvent à 890 185 €. Ce montant est en baisse par rapport au budget primitif précédent, qui était, je vous le rappelle, de 1 426 000 €. Donc la majeure partie de ces crédits est pilotée directement par les services techniques pour 681 000 €. Et en 2020, les deux postes les plus importants portent sur l'extension du gymnase et son réaménagement et le soutien aux projets de logements sociaux, soit par la prise en charge d'une partie des frais d'extension du réseau d'électricité, soit par l'apport d'une subvention d'équilibre, directement versée auprès des bailleurs sociaux. Troisièmement, un nouveau chantier de rénovation de remparts médiévaux est également prévu avec l'association APAR. L'investissement dans les écoles se poursuit avec le changement des menuiseries à l'école maternelle de la Garance et l'amélioration des conditions acoustiques dans les réfectoires. En prévision des futurs épisodes de canicule, la climatisation d'au moins une salle dans chaque école maternelle est prévue au budget 2020. Pour les autres services de la commune, 209 000 €, les investissements concernent des domaines très divers tels que demande d'équipement des écoles, acquisition de matériel pour les offices des restaurants scolaires, implantation de 2 nouveaux panneaux lumineux ou encore le remplacement de tout le dispositif radio de la police municipale. Voilà pour ce qui concerne les dépenses dites hors opération. Les dépenses par opération, elles s'élèvent au total de 4 930 908 €, qui était en augmentation de 39% par rapport à la prévision budgétaire de 2019. Donc l'opération la plus importante reste l'aménagement du cœur de ville. En 2020, la première tranche engagée en 2019 sera finalisée avec l'aménagement des abords de l'église, la rue de la République et les rues adjacentes. La seconde tranche, qui concerne l'aménagement des places, sera également engagée sur la fin de l'année. D'autres opérations déjà prévues en 2019 viennent en complément de ce projet, avec la rénovation et l'aménagement de la maison située au début de la rue Gustave Roux, en face de nous, la restauration des remparts jouxtant le Beffroi et l'aménagement d'un parking Cour-Gambetta. Afin de créer un nouveau parking proche du centre-ville, une étude sera lancée pour réaliser un nouveau boulodrome dans le secteur Grange-Vieille et aménager l'actuel boulodrome en parking. Donc c'est des frais d'études qui sont inscrits au budget. La seconde opération, après l'aménagement cœur de ville, concerne la construction des 2 tennis couverts. Ce projet a pour objectif de soutenir le développement du club de tennis, qui, je le rappelle, aujourd'hui est le club qui a le plus d'adhérents. Il a battu son record, et d'adapter les équipements à l'évolution de la population. L'augmentation de la fréquentation et de l'utilisation du gymnase nécessite d'engager une étude pour la réalisation d'une halle sportive. Donc l'étude sera inscrite dans le budget 2020. Le poste suivant d'investissement est la construction de la maison des médecins. Située en centre-ville, rue de la Cavalerie, elle comportera au rez-de-chaussée 3 cabinets médicaux, une salle d'attente, une salle de secrétariat. Et à l'étage, une salle de repos et de réunion, ainsi qu'un studio pour les médecins remplaçant 2 passages. L'opération de restauration de l'école des Jardins, suite à l'incendie, a été inscrite pour réaliser la reconstruction du réfectoire. Donc il est proposé à cette occasion de reconstruire un réfectoire moderne, très bien insonorisé, doté d'une bonne isolation et qui sera une nette amélioration par rapport à l'actuel. Donc bien évidemment, on inscrit la dépense, mais en contrepartie, il y a une recette, puisque
nous allons être couverts par l'assurance. L'opération voirie concernera la partie sud du hameau de Touzon, l'aménagement des abords de l'école de la Calade et le chemin des Coudelières. L'éclairage public portera sur les chemins de Cambado et des 5 cantons. Au niveau de l'église, il est prévu de rénover les placards bâtis qui se situent au niveau de la tribune, qui sont en mauvais état et qui ne ferment pas alors qu'ils contiennent des objets d'une certaine valeur. Ces travaux visent également à sécuriser les lieux et le stockage des éléments présents dans le bâtiment. La fin de l'étude de faisabilité de la médiathèque dans l'immeuble Saint-Roch est également prévue dans le budget. Il est nécessaire, en finale, d'inscrire des crédits sur des opérations commencées les années précédentes et qui se terminent aujourd'hui. Il y a toujours des queues de chantier ou des queues de facturation, et il reste donc quelques paiements à réaliser. Les restes à réaliser. Le nouveau CCAS, l'annexe de la mairie, la nouvelle poste et l'extension du Bourdis. Voilà pour ce qui concerne les dépenses d'investissement. Et en face, nous avons les recettes d'investissement. Elles constituent d'abord ce qu'on appelle les ressources propres, qui sont les opérations d'ordre entre sections. Il s'agit de la dotation aux amortissements. Cette dotation est stable par rapport à 2019, avec un montant de 420 000 €. Elle contribue à l'autofinancement de la section d'investissement. Deuxièmement, le virement de la section de fonctionnement, dont on vous a parlé tout à l'heure. En 2020, le virement prévisionnel s'élève à 459 449, soit une augmentation de 84 848 par rapport au budget primitif de 2019. Ceci marque la capacité d'autofinancement de la commune sur l'exercice 2020 et, je rajoute, sans la reprise du résultat de l'exercice antérieur, qui ne pourra être réalisée, cette reprise, qu'après le vote du compte administratif qui aura lieu en mars ou en avril. Mais on sait d'ores et déjà que l'atterrissage de ce compte administratif doit se situer aux alentours d'1 million d'euros. Mais on ne peut pas l'inscrire dans ce budget-là. Le troisième point, les dotations et les fonds divers, le reversement de la TVA qui est évalué à 310 000 €, en diminution par rapport à 2019 où c'était 450 000, au vu des travaux qui ont été payés en 2019, puisque vous savez qu'on récupère la TVA qu'une année N+1. La taxe d'aménagement est estimée en fonction des permis de construire accordés. En 2020, elle est estimée à 130 000 €, le même somme qu'en 2019. Le cinquième point, pour les recettes liées à l'investissement, cette recette prévisionnelle de 800 000 €, qui est le produit des cessions, correspond à l'inscription de la vente du terrain Grange-Vieille pour la réalisation d'un EHPAD et de logements sociaux, la cession des anciens foyers logements à Mistral Habitat et l'indemnisation par l'assurance du sinistre de l'école des Jardins. Je tiens à préciser que cette somme a été mise là de façon très précautionneuse, puisque quand on additionne l'ensemble de ce que je viens de vous lister, nous arrivons très largement au-delà de 800 000 €, mais nous avons préféré être précautionneux. Les autres recettes d'investissement concernent les subventions. Il est proposé cette année d'inscrire les subventions suivantes. L'aménagement du cœur de ville, avec la DETR 2019 au titre de l'État, pour 273 000 €, 60 000 de la communauté de communes des Pays de Sorgue et Mont-de-Vaucluse pour le fonds de concours tourisme, qui a été voté par l'intercommunalité. Il est également attendu un financement de la région à hauteur de 302 560. On ne l'a pas inscrit puisque c'est en attente de la notification. La réhabilitation et l'extension du Bourdis verra son financement pour 128 358 au titre du Conseil départemental pour les contrats 2017 et 2018. 73 400 de la CAF, dont 36 700 en subvention et 36 700 en prêt à taux zéro. La mise en conformité de la salle des fêtes verra le Conseil départemental abondé de 28 358 au titre du contrat 2018. Et enfin, la restauration des remparts jouxtant le beffroi verra une subvention de 17 208 du Conseil départemental au titre de la part patrimoine des contrats pour 2017 et 2018. Ces recettes ont fait l'objet soit de notifications, soit correspondent au contrat de transition
notamment avec le conseil départemental. Et enfin, la dernière recette pour ce budget d'investissement, c'est emprunt et dette assimilés. Et donc, le recours à l'emprunt, c'est l'équilibre par rapport à la dépense engagée. La principale recette au stade du budget primitif reste donc l'emprunt budgétaire. La différence entre les dépenses prévues et les recettes se définit comme un besoin de financement prévisionnel auquel répond l'emprunt budgétaire. Pour 2020, l'emprunt budgétaire prévisionnel s'élève à 3 917 180 €, soit une augmentation de 678 846 €. Sur le chapitre 16, Emprunts et dettes, apparaît également le prêt de 36 700 accordé par la CAF dont je vous ai parlé précédemment. Bien sûr, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'emprunt budgétaire sera diminué de la reprise des résultats de l'exercice 2019. C'est seulement à la fin de l'exercice 2020 qu'au vu des investissements effectivement engagés et des recettes certaines, que sera déterminée la somme à emprunter, comme nous l'avons fait depuis 5 ans maintenant. Concernant les résultats 2019, à ce stade de la réalisation de l'exercice, pour lequel les dernières écritures peuvent être passées jusqu'à la fin du mois, on estime un résultat qui devrait être au moins de 800 000 €. Je pense qu'il sera significativement supérieur. Mais nous avons une directrice financière qui est précautionneuse à juste titre. L'analyse ci-dessus du recours à l'emprunt pour 2020 est donc faite avec une prévision d'emprunt qui devrait se situer aux alentours de 2,5 millions. Le recours à l'emprunt, s'il était réalisé totalement, porterait l'encours de la dette au 1er janvier 2021 à 8 495 000. À aujourd'hui, notre endettement est à 5 987 000, c'est-à-dire qu'il est identique à ce qu'il était en 2012. Donc, l'évolution de la population, l'endettement par habitant de la commune, resterait donc inférieur au montant qu'on a pu atteindre par le passé, et il serait dans la moyenne de la strate des communes, soit 929 € pour une population INSEE sur le Thor, qui nous a été annoncée de 9 222 habitants. Donc on a eu une progression significative. Et on verra si le recensement qui est en cours confirme ou pas, je dirais, cette estimation de la population. Donc, la capacité de désendettement de la commune, qui est le nombre d'années nécessaires pour rembourser le capital restant dû, serait donc de 9 ans si la totalité de l'emprunt est réalisée. Le maintien de la capacité de désendettement à un niveau marquant une gestion saine est lié à l'autofinancement qui est dégagé par la section de financement. Il n'y a pas de secret. Si on a une section de fonctionnement qui ne dégage pas d'excédent, on ne peut pas financer les investissements. Et on ne peut pas, bien sûr, rembourser les banques. Donc, les présentations que vous avez au tableau vous décrivent, je dirais, la section d'investissement de la façon dont elles peuvent se réaliser avec les amortissements, les autres recettes propres, les subventions et les emprunts, donc qui donnent un total de 6 617 000, et le remboursement du capital, qui chaque année nous remboursons 755 000, c'est vrai depuis 6 ou 7 ans, l'amortissement à 41 000 et les dépenses d'équipement que je vous ai listées pour 5 821 093. Voilà, et donc nous avons terminé la présentation, je dirais, budgétaire, et donc je laisse la place aux questions. Je vous remercie. Oui, donc votre budget reflète la politique et le projet municipal que vous avez choisi de mettre en œuvre pour les Thorois. Il semble encore une fois optimiste sur les capacités de la commune à prendre en charge de tels projets, tant par leur coût que par manque de cohérence avec les besoins. Vous nous parlez de cours de tennis, de médiathèques, de halles sportives, sans apporter d'études précises sur les besoins de tels équipements, et alors même que les chantiers énormes sont actuellement engagés et vont impacter de manière importante nos finances sur les prochaines années.
Je veux parler bien sûr des travaux cœur de ville pour les tranches 1 et 2 et la 3e à suivre. Je parle de la rénovation de la mairie qui s'effondre et dont on peut supposer qu'un budget devra être dégagé, mais on ne le voit pas dans votre prévisionnel. Je parle également de la reconstruction du réfectoire de l'école parce que, compte tenu du fait que le projet sera amélioré, j'imagine que l'assurance ne va pas prendre en charge la totalité des travaux. Vous avez dit que vous faisiez un projet où ce sera isolé, ça sera mieux que ce qui existait, donc je suppose que l'assurance ne va pas prendre la totalité en charge. D'accord ? Donc autant de dépenses urgentes, incontournables, qui ne feront pas l'objet de choix et qui vont plomber nos finances pour quelque temps. Pour financer vos projets, vous avez recours à l'emprunt bancaire, ce qui portera l'encours de la dette à 8 495 000 € fin 2020. Je vous rappelle qu'en 2007, l'encours était de 7 385 000 et avait conduit le préfet à menacer la municipalité d'une mise sous tutelle, mesure évitée de justesse grâce à l'action de votre prédécesseur qui a su ramener cet encours à un niveau acceptable de 4,5 millions en 2015. Et aujourd'hui, l'encours va être de 8 495 000. Donc entre 2015 et 2020, vous aurez donc augmenté l'encours de la dette des Taurois de 65% en 6 ans de mandat. Et par ailleurs, la dette par habitant a été en augmentation constante et sera supérieure à la moyenne de la strate en 2020, à la fin de l'année, 929 € par habitant. Il serait temps aujourd'hui de donner des garanties sur les besoins en équipement en les rapprochant de l'évolution de la population attendue dans les prochaines années. C'est ce que nous avons réclamé pendant tout ce mandat, sans obtenir la moindre information, la moindre visibilité, la moindre prospective. D'autre part, il semblerait intéressant également d'avoir une visibilité sur l'extinction de la dette pour avoir une idée des disponibilités qui pourront être dégagées. Voilà. Très bien. Écoutez, vos propos ont au moins le mérite de la constance, puisque depuis 6 ans, globalement, vous dites la même chose. Et depuis 6 ans, la constance de notre côté, c'est que les chiffres démentent complètement vos propos. Quand vous dites que notre budget est optimiste, vous aviez dit l'année dernière, l'année d'avant, etc., et la réalisation est supérieure à ce qui a été prévu. La deuxième chose, vous oubliez chaque fois de citer les résultats de la section de fonctionnement. Je n'arrive pas bien à comprendre pourquoi. Est-ce que c'est un oubli de votre part ? Parce que si vous avez une section de fonctionnement qui est juste à l'équilibre et que vous avez un endettement d'1 million d'euros, c'est catastrophique. Parce que vous êtes incapable de rembourser vos emprunts. Et si vous avez un résultat de la section de fonctionnement qui est de 1 million d'euros et avec un endettement de 5 millions d'euros, ce n'est pas grave du tout. Les banques sont prêtes à vous prêter. Et ce que nous vivons, alors la première année de mandat, lorsque nous avons repris, effectivement, c'était très difficile avec les banques, puisque préalablement, elles ne voulaient pas prêter à la commune, puisqu'il n'y avait pas de capacité de remboursement. Et donc, il a fallu... Vous me laissez terminer. Je ne vous ai pas coupé la parole, vous me laissez terminer, s'il vous plaît. Bon. Et donc, il a fallu montrer notre capacité à redresser, d'améliorer les excédents budgétaires de la section de fonctionnement, et c'est ça qui a restauré la confiance des banques. Donc, regarder un seul chiffre, qui est l'endettement, c'est une aberration comptable. L'endettement, il doit être regardé au regard de la capacité de rembourser. Mais comme dans un ménage, comme dans une entreprise, est-ce que notre commune a une capacité à rembourser ses emprunts ? Si elle l'a, eh bien, elle peut emprunter, réaliser des projets. Si elle ne l'a pas, non, elle ne peut pas faire d'emprunt. Alors, bien évidemment, il faut tenir la ligne des résultats positifs. Si demain matin, on décidait de massacrer le budget d'investissement en embauchant à tour de bras, en faisant des dépenses inutiles, eh bien, on n'arriverait pas, bien évidemment, à rembourser. Donc, cette politique que nous menons depuis 6 ans, et qui est une réponse à vos inquiétudes, que vous dites qu'on a des budgets optimistes, c'est exactement l'inverse. Nos budgets, ils sont précautionneux. J'ai tenu à le dire à plusieurs reprises. Et dans la réalité, on amène la preuve que les budgets sont réalisés de façon plus confortable que ce que nous avions prévu.
Bon, en ce qui concerne l'assurance, j'espère que pour ce qui vous concerne à titre privé, et chacun d'entre nous, nous avons des assurances de reconstruction à neuf, et non pas reconstruction telle que c'était il y a 10 ans, 50 ans, ou 100 ans, ou plus que ça. Donc, reconstruction à neuf, ça veut dire quoi? Eh bien, qu'une étude est réalisée, un estimatif est réalisé, de reconstruire à neuf un bâtiment avec les normes de maintenant, et non pas des normes d'il y a 15 ans, et c'est là-dessus que l'assurance est engagée, et c'est là-dessus qu'elle paye. Donc on aura en charge la franchise, mais c'est le seul élément. Tous les autres frais, les frais de déblaiement, les frais de gardiennage qu'on a eus pendant quelques jours au moment de l'incendie, les frais de location du bungalow pour pouvoir accueillir les enfants qui font du sport, tout ceci est pris en compte par l'assurance. Et bien évidemment, la reconstruction du réfectoire dans les normes actuelles d'isolation, d'insonorisation. Donc voilà ce que je voulais, je dirais, vous répondre. Je vous en prie. Vous pouvez éteindre votre micro? Oui, en 2015, il y avait des excédents de fonctionnement également et les banques avaient confiance. À quel moment les banques auraient perdu la confiance, enfin, nous auraient enlevé leur confiance? En 2015, si vous voulez, sur la moyenne du mandat des exercices là, on est à plus de 900 000 euros d'excédent de fonctionnement en moyenne. Et en étant parti sur l'année 2014, puisqu'on a démarré au milieu de l'année 2014, à 400 000. Sur la moyenne du mandat précédent, c'était aux alentours de 300 000 euros. Alors c'est sûr que si vous voulez emprunter 1 million d'euros ou 2 millions d'euros et que vous dégagez que 300 000 euros, ben, la banque ne vous fait pas confiance. Hein. Ou alors elle vous met des taux qui sont significatifs. Là, l'endettement de la commune, aujourd'hui, on a des remboursements qui sont très inférieurs en taux d'intérêt à ce que c'était en 2012 et 2013. Très inférieurs. On paye en intérêt 112 000 euros, alors que c'était plus de 140 000 euros. Et comme l'a dit Patrick, c'était monté précédemment, du temps du mandat de Germain Giraud, c'était monté à 300 000 euros. Donc ça veut dire qu'on a bénéficié de la baisse des taux, mais on a bénéficié pleinement de la baisse des taux parce qu'on a une capacité à négocier avec les banques, alors que préalablement, il n'y en avait pas. Le dernier emprunt que nous avons réalisé, on a eu 3 prêteurs qui se sont battus pour nous donner les meilleurs taux. Et on a traité un taux que j'estime excellent, hein, puisqu'on était à 0,58. Oui, mais allez voir une banque alors que vous êtes en mauvaise santé, ben, si elle vous prête, vous n'aurez pas les meilleurs taux. Vous allez avoir la surprime liée au risque, qui peut monter de 20, 0,20, 0,30 ou 0,40. Avez-vous d'autres questions? Oui, Nassa, je vous en prie. Du coup, je ne sais pas, est-ce que je vous pose question par question? Je pose toutes mes questions d'un coup et après vous répondez. Bon, j'en ai quelques-unes. Sur la section de fonctionnement d'abord, sur le point 2.2.1, sur les charges à caractère général, on constate une augmentation des charges d'énergie. Vous dites que c'est lié au changement de fournisseur. Pourquoi en avoir changé du coup si on paye plus cher? Eh oui, eh oui, eh oui. Donc vous savez qu'aujourd'hui, on a obligation de mettre en concurrence. Hein, c'est ce que j'ai expliqué à la commission, je dirais, des finances, où vous avez participé. Donc on est obligé de réaliser des appels en concurrence là où il y a de la concurrence. Donc préalablement, sur la fourniture de l'énergie, il n'y a pas de concurrence. Il y avait une entreprise qui s'appelait EDF qui vous disait voilà mon tarif. Et donc la commune était fournie par EDF. Et à partir du moment où le marché s'est ouvert, nous avons eu obligation d'ouvrir à la concurrence. Et le résultat de l'appel d'offres a donné des prix qui sont supérieurs à ce que EDF nous consentait. Et on a été tenu, on a pris le moins 10 ans, bien évidemment. Hein, c'est la même électricité qui nous est fournie, mais on a été tenu de payer plus cher. Donc c'est peut-être l'aberration du système, voilà, hein, de recours systématique à la concurrence qui nous donne des tarifs supérieurs.
Ouais, donc le moins 10 ans restait quand même super. Enfin, Et oui. c'est quand même supérieur. Le moins 10 ans était supérieur à celui qui était notre fournisseur préalablement. Deuxième petite question, mais là sur la section investissement, sur le point 1.2, sur les dépenses par opération, pour les cours de tennis, est-ce que vous pouvez nous donner des informations concernant l'avancement du projet? Non, pardon? Les cours de tennis, Oui. vous avez déposé le permis de construire? Alors, oui, sur l'avancement, c'est ça? Oui. Donc, le permis de construire est en cours de dépôt. Ce qu'on appelle le PRO, c'est-à-dire le projet sur lequel est adossé l'appel d'offres auprès des entreprises, se finalise et l'appel d'offres sera lancé sous une quinzaine de jours. Oui, par rapport au tennis, c'est pas un établissement recevant du public qui demande 5 mois d'instruction pour le permis de construire? Oui, mais oui, d'accord, mais ça. Vous faites- J'ai pas dit qu'on démarrait les travaux demain matin. J'ai répondu sur une question précise sur le permis de construire et sur le. Oui, mais vous allez voilà. lancer les appels d'offres, ce que je viens de Oui, comprendre. mais on peut lancer des appels d'offres. Hein. On signe à partir du moment où le permis de construire est définitif. Hein. Mais comme on le fait sur tous les dossiers, et heureusement. Sinon, bonjour les dégâts en termes de délai. Hein. Oui, je vous en prie. Là, je vais passer à l'annexe, donc ça va être un peu plus... je voudrais juste savoir comment expliquer une telle diminution concernant le chapitre 21 sur les immobilisations corporelles, parce qu'on était à plus d'1 million et sur l'annexe, chapitre 21, page 9. Chapitre 21 sur les immobilisations corporelles. On était à plus d'1 million au BP dernier et on était même passé à peu près 1,3 million suite au vote du BS et on passe à 600 000 euros au BP 2020. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi il y a une telle diminution du coup? Non. Comme la réponse a le mérite d'être claire. Michael. Donc c'est ce qui est listé au chapitre 21, c'est les dépenses qui sont hors opération. Donc voilà. Mais votre question, c'était de dire pourquoi il y a une baisse. Mais je l'ai annoncé tout à l'heure en disant qu'il y avait une diminution sur ce chapitre-là. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand j'ai fait mon commentaire, je vous ai annoncé qu'il y avait une diminution. Oui. Bon, ça m'a prêté à sourire, mais je ne sais pas si c'était volontaire ou non. Donc, on passe aux dépenses de fonctionnement, page 15. Sur le chapitre 60-65, vous parlez de livres et de disques pour la médiathèque. Page 15. D'accord. C'est des intitulés standards, en fait. Parce que du coup, comme on n'a pas encore de médiathèque, ça m'avait fait sourire. D'accord. Oui. Ok. Après, sur le chapitre 62-67, c'est toujours la même page. Pour les publications, est-ce que je pourrais savoir à quoi est liée l'augmentation proposée de 4 700 € par rapport au BP dernier? 62-37. Publication. Je pense que ce sont des abonnements, si vous voulez, à des revues et donc voilà. Donc et pareil, on note une augmentation qui est assez significative pour le chapitre 62-32, fêtes et cérémonies, parce qu'on passe de 68 900 à 841 000 €. Alors ça, c'est dû essentiellement aux opérations électorales, puisque lors des élections, on est amené à nourrir, si vous voulez, les gens qui réalisent
l'accompagnement de ces élections. Hein. Juste sur l'opération d'équipement numéro 60, est-ce que je pourrais savoir... Alors attendez, 60, c'est dans quelle page? Ah, j'ai pas la page. L'opération d'équipement numéro 160. C'est une opération d'équipement. 60. Ouais. Opération d'équipement. Numéro 160, qui est budgétisé à 200... non, c'est quoi? Et pourquoi vous n'avez pas de numéro de page? Tout le monde a des numéros de page. Non, vous n'en avez pas? Non, j'ai pas le numéro de la page. Pour la vidéoprotection. Oui, page 20. Alors, allez-y. Je voulais juste savoir à quoi correspondait la dépense. Quelle ligne? Quelle ligne? Là, c'est l'opération d'équipement numéro 160. 160. La vidéoprotection. C'est la vidéoprotection? Oui. C'est la vidéoprotection. C'est quoi? C'est l'ajout de nouvelles caméras ou c'est juste la maintenance? Oui, il y a les deux, mais on a un certain nombre de mâts qui ont été installés, qui n'ont pas été équipés de caméras. Ah, oui. Donc c'est un nombre réduit et ça finalisera les investissements. Ok. Et pour l'hôtel de ville, je voulais juste savoir, est-ce qu'il y avait un diagnostic qui était lancé ou c'était pas prévu? Alors pour l'hôtel de ville, un diagnostic a été lancé. Bon, pour l'hôtel de ville, pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est que notre hôtel de ville, depuis, disons, 4 ou 5 ans, connaît un certain nombre de difficultés et de fissures qui se sont réalisées notamment au premier étage. Ces fissures sont dues essentiellement aux périodes de forte sécheresse que nous avons connues. Et donc, lors de l'été dernier, ces fissures ont légèrement augmenté. Donc, d'une part, il a été posé un certain nombre de témoins pour voir s'il y avait des évolutions, et ces évolutions n'ont pas eu lieu. Et deuxièmement, il a été réalisé une étude par des sondages, donc réalisés par une société spécialisée. Et donc aujourd'hui, on attend les conclusions de cette étude et les recommandations. Donc si les recommandations devaient, je dirais, entraîner un certain nombre de travaux de modification et de réinjection dans les fondations elles-mêmes, ben, il est sûr que là, il faudrait inscrire une ligne particulière. Bon, le cabinet nous a quand même dit qu'il n'y a pas de péril ni urgence en la demeure. Et il faut éviter d'employer des termes du style « la mairie s'écroule » parce que bon, c'est tellement loin de la vérité que bon, ça fait un peu sourire et bon, ça prouve qu'on ne connaît pas bien ces dossiers. Mais la mairie ne s'écroule pas, mais en revanche, nous sommes très attentifs à ces évolutions, je dirais, de fissures. Voilà. Je vous en prie. Y a-t-il d'autres questions? Monsieur Nicolas. La première chose que je voulais faire remarquer, c'est que le CCAS non plus ne s'écroulait pas, mais il a quand même fallu le remplacer. Ça fait partie des choses qui ne s'écroulent pas, mais qu'il faut remplacer à un moment donné parce que ça menace un peu la sécurité des gens qui sont à l'intérieur. Alors, si on s'intéresse un peu à la sécurité des gens qui sont à l'intérieur, on les remplace. C'est juste une petite remarque de départ. Par contre, j'ai un certain nombre de choses sur lesquelles je voulais revenir. Vous dites que vous avez fait des résultats absolument exceptionnels chaque année, et que c'est ce qui nous permet d'emprunter avec beaucoup de facilité. Alors moi, ce que je regarde, c'est les dépenses, parce qu'entre-temps, on a eu une augmentation des impôts. Si je regarde les dépenses, je pars sur les documents budgétaires, parce que c'est les seuls que j'avais à ma disposition. En 2014, sur la dernière modification du Conseil municipal d'avril 2014, les charges de personnel, elles étaient de 4 112 000 244. Aujourd'hui, elles sont de 4 753 177. Aujourd'hui, quand voulez-vous recevoir le rappel? Qu'est-ce que je fais là? On attend la fin du message ou... Alors, je disais donc qu'elles étaient passées de 4 112 244 à 4 753 177. Alors, c'est sûr que sur les pourcentages, on est un petit peu inférieur parce que l'ensemble des frais de fonctionnement a augmenté. L'ensemble des frais de fonctionnement, il est passé de 7 406 139 à 8 482 569. Donc,
quand on est arrivé, je vous rappelle, parce que je dis nous, hein, parce que j'ai fait partie de cette équipe, on disait que l'équipe précédente avait réalisé une très très mauvaise gestion du personnel, donc il y avait beaucoup trop de monde et beaucoup trop de budget, et qu'elle gérait très mal ses dépenses de fonctionnement. Or, on a dépensé plus dans les deux postes. Alors c'est sûr que le pourcentage des frais de personnel par rapport aux frais de fonctionnement, lui, a diminué. La deuxième chose, dont je voulais parler, c'est la dette. La dette, elle est passée donc de 3 477 785 € en 2016, et elle est prévue à, j'ai noté quelque part, à 8 495 000 € en 2021, c'est-à-dire à la fin 2020. Ce qui fait qu'on a, en fait, pendant cette période, augmenté la dette de 5 millions. C'est-à-dire que chaque année, il nous manque 1 million pour financer les nouveaux investissements. Et quand je dis ça, en fait, je suis assez sympa parce que c'est surtout les 2 dernières années que ça a augmenté. Là, on prévoit de faire des investissements importants en 2020, mais encore plus importants en 2021, avec la médiathèque et la deuxième tranche du cœur de ville. Donc, je veux bien que, c'est sûr qu'on obtient des crédits. Nos prédécesseurs à l'époque du Giraud, ils ont aussi obtenu des crédits jusqu'à des remboursements de dettes qui étaient colossaux. Le fait d'obtenir des emprunts de banque, ça ne veut pas dire qu'on est capable de les rembourser. Ça veut dire simplement qu'on a des banques qui acceptent de nous prêter et qu'on endette la mairie. C'est-à-dire que quelque part, on fait payer nos dépenses par nos successeurs. Alors, il y a un moment où il faut peut-être se poser la question de savoir si on fait les bons projets, si on n'en fait pas trop. Si par exemple les deux tennis étaient nécessaires, ou si c'est simplement parce qu'il y avait 2 tennis et une halle sportive, est-ce que les 2 tennis sont plus nécessaires qu'une halle sportive, ou est-ce qu'on aurait pu limiter la dépense? Est-ce qu'on aurait pu également, par exemple, cette maison des médecins, moi excusez-moi, je reviens dessus, si la nécessité d'un dispositif existe, je vous rappelle que dans le premier cas de maison de médecins qui était prévu à l'ancienne cave, normalement, c'était autofinancé. On ne sortait pas un centime. Là, on va sortir 425 000 € pour mettre une maison médicale à un endroit où il va y avoir pendant 3 ans des travaux de camions qui vont circuler devant. Et donc, ça va être une espèce de brouhaha incessant. Alors, je doute que ça enthousiasme des médecins à venir s'y installer. Voilà. Donc, je voulais simplement dire qu'il y a des moments où il faut un peu se remettre face à nos capacités. On peut emprunter, hein, on peut tous emprunter, mais seulement il y a un moment où il faudra rembourser ses dettes. Et comment on sera capable de le faire avec les résultats qu'on dégage, puisque chaque année, alors, on n'en dégage pas assez puisqu'on emprunte, et que je trouve que les subventions qu'on est capable d'obtenir sont ridiculement faibles par rapport aux dépenses qu'on engage. Alors est-ce qu'on est mauvais ? Est-ce qu'on a une mauvaise réputation? Est-ce qu'on est mal considéré? C'est la question. En tout cas, on a des tout petites subventions. Et en plus, je constate qu'il y a des projets importants, par exemple comme la restauration de l'église, qui traînent depuis une dizaine d'années, que personne n'envisage de faire, alors qu'on a quelque part une menace de la DRAC qui nous dit absolument qu'il faut continuer les travaux qui avaient été entrepris sous Giraud. Tout ça, ça me semble extrêmement anormal. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Vous avez d'autres questions? Très bien. Donc je soumets à votre vote donc le budget primitif principal pour l'exercice. Je vous remercie de votre réponse, monsieur le maire. Bon, la sagesse mérite quelquefois qu'on se taise. Seulement, vous devriez vous taire quand vous faites d'autres promesses, par exemple. Donc je vous propose l'article 1, les inscriptions de crédits en dépenses et en recettes de chacune des sections investissement et fonctionnement du budget primitif 2020 sont approuvées selon le détail qui a donc été présenté en annexe. Budget primitif 2020, dépenses 8 sections de fonctionnement 8 482 569, recettes 8 482 569, en section d'investissement 6 617 383 et en recettes 6 617 383. Donc je soumets ceci à votre approbation. Y a-t-il des oppositions? Est-ce qu'on peut le voter article par article? C'est ce que je suis en train de faire, chère madame. Donc je reprends. Donc y a-t-il des oppositions?
Donc 1, 2, 3, 4, et vous avez un pouvoir, donc 5. Donc cet article-là est approuvé à la majorité. Article 2, le montant de la subvention attribuée au Centre communal d'action sociale est fixé à 300 000 €, conformément au détail qui vous a été donné. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc approuvé à l'unanimité. C'est bien. L'article 3, le montant de la subvention attribuée au syndicat mixte de gestion de l'école départementale de musique et de danse du Thor est fixé à 180 000 €. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Il vous remercie chaleureusement, approuvé à l'unanimité. Et l'article 4, les subventions de fonctionnement attribuées aux coopératives scolaires, et telles que le tableau vous les donne, pour un montant global de 18 210 €. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc approuvé à l'unanimité. Le dossier du budget est donc terminé. Nous passons à la délibération suivante, qui est l'aménagement du cœur de ville. Je ne sais pas, c'est Patrick qui le présente ou c'est Christian? C'est Christian, voilà. Avec une demande de subvention à l'État au titre de la DETR pour 2020. Merci, Christian. Le projet Cœur de Ville, engagé en 2019, est constitué de 3 tranches fonctionnelles. Première tranche, réalisation des études et de la conception du projet et réalisation des travaux aux abords de l'église, la rue de la République et les rues adjacentes. Deuxième tranche, suivi des travaux et réalisation des travaux pour l'ensemble des places suivantes: place de la Liberté, place du Marché, place du 8 mai et 11 novembre. Troisième tranche, rue Gustave-Roux. En 2019, la première tranche constituée de la première phase constituée de la première tranche a débuté et va se poursuivre en 2020. La deuxième phase, constituée des deuxième et troisième tranches, devrait également débuter en 2020. L'enveloppe prévisionnelle totale des travaux est de 3 532 000 hors taxes, soit 4 238 400 TTC. Les frais de maîtrise d'œuvre et autres dépenses sont estimés à 250 000 hors taxes, soit 300 000 TTC. Le projet total s'élève donc à 3 782 000 hors taxes, soit 4 538 400 TTC. Pour financer la première tranche, qui s'élève au total à 1 970 000 de dépenses, le soutien de l'État a été sollicité au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux, DETR, donc 2019. La subvention obtenue est de 273 430,34 € pour une demande de 350 000 €. Le Conseil régional a également été sollicité au titre du contrat régional d'équilibre territorial, le CRET, pour un montant de 591 000 €. La notification est encore attendue, a priori pour un montant de 302 560 €, conformément au CRET adopté. La communauté de communes Pays des Sorgues Monte-Vaucluse, dans le cadre des fonds de concours tourisme, a attribué à la commune une subvention de 60 000 €. Il s'agit maintenant de solliciter les partenaires pour le financement de la deuxième phase et, dans un premier temps, de candidater au titre de la DETR 2020. Pour la demande de subvention dans le cadre de la DETR, la part restante à charge de la commune doit être calculée au prorata des dépenses éligibles qui s'élèvent à 700 000 €, montant établi dans la circulaire de la préfecture qui plafonne les dépenses. Les plans de financement ci-dessous font apparaître les participations. On ne les a pas ici. Ils ne sont pas là après l'écran. Donc les plans de financement ci-dessous font apparaître les participations au niveau du montant des dépenses plafonnées, pour les dépenses au-delà du plafond et pour la globalité des dépenses de la tranche 2. Alors les dépenses, il n'y a pas de tableau, je vais vous les lire. Nature des dépenses. Maîtrise d'œuvre, donc suivi de des travaux tranche 2, 44 000 €. Travaux ou acquisitions, 1 724 000 €. C'est tout ça en hors taxe. Donc dépenses plafonnées, prises sur une décision de la préfecture, 700 000 €. Au niveau des ressources,
Donc DETR 2020 qui représente 50%, donc 350 000 euros. Le conseil régional Crète pour 30%, 210 000 euros. Donc autofinancement de la commune, 140 000 euros, ce qui représente les 100%. Donc 350 000, 210 000 et 140 000. Il reste encore donc des dépenses au-delà du plafond. Donc 1 068 000 euros hors taxe. Au niveau des ressources, donc, qui seront demandées, donc la DETR, donc, il n'y en aura pas. Au niveau du CRET, donc 30%, donc 320 400 euros. L'autofinancement sera donc de 747 600 euros. Ce qui fait donc un total en globalité pour la tranche 2, en coût prévisionnel de travaux hors taxe, 1 68 000 euros. Au niveau des ressources, DETR, donc 2020, 350 000 euros. Conseil régional, donc le CRET, 530 400 euros. Donc un sous-total des aides publiques de 880 400 euros. Et donc un autofinancement de 887 600 euros, ce qui représentera 50%. Je vous propose aujourd'hui d'approuver ce projet et son plan de financement pour la tranche fonctionnelle numéro 2 et de solliciter l'aide de l'État au titre de la DETR 2020 pour la tranche numéro 2. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci. Y a-t-il des questions? Oui, madame. Juste à titre indicatif, on peut demander 2 subventions pour le même projet? Pour, au niveau... Au niveau du CRET? Le CRET, ben oui, parce qu'il y a une phase qui est plafonnée, mais c'est au niveau de la demande de l'État. De la DETR. Ah, d'accord. Aujourd'hui, c'est ce que l'on traite. Ok. D'accord. Et après, donc, pour la région, il n'y a pas de reste, difficulté. En revanche, pour la DETR, il y a un plafond. Voilà. Mais non, parce que du coup, là, il va y avoir 2 demandes. Une demande de subvention au CRET au titre des dépenses plafonnées et une deuxième demande au CRET pour les dépenses au-delà du plafond? Le CRET sera pour la totalité, disons, quoi, pas au niveau du CRET. Je comprends pas parce que c'est pas les mêmes montants. Non, parce que c'est pas le même montant, parce que un, c'est sur 700 000 euros, l'autre est sur la différence entre la dépense totale qui est de 1 768 000 et les 700 000, qui reste donc les 1 068 000. Donc le montant... Donc les 30% des 700 000 et 30% de 1 068 000. Mais il n'y a qu'une seule demande et vous demandez 2 fois 30%. Pour le moment, on parle de la demande de la DETR. Oui. Aujourd'hui. Mais non, mais dans le tableau... Non, mais j'entends. Mais dans le tableau prévisionnel, vous prévoyez deux subventions du CRET. Vous demandez 210 000 euros pour la première, sur les 700 000 euros, et il y en a une deuxième de 320 000 euros sur les 1 068 000. Donc la demande totale, elle est de 500... Voilà. D'accord, ok. C'était ma question, merci. On l'a coupé en deux puisque... Vous avez donné la réponse, hein, était marqué. Hein. Voilà. J'aurais une deuxième question. Oui, je vous en prie. Donc j'ai bien compris que le projet était constitué de 2 phases qui regroupent 3 tranches. Donc la phase 1 qui est constituée de la tranche 1, c'est la tranche ferme qui a débuté en 2019 et qui va se poursuivre en 2020. Et ensuite en 2020, on va avoir la phase 2 composée des tranches 2 et 3. Par contre, là, dans votre tableau prévisionnel, vous demandez des subventions que pour la tranche... Enfin, c'est un tableau prévisionnel que pour la tranche 2. Donc, il y a un quid de la tranche 3. Quand on fait le total de 1 768 000 et ce que l'on a vu auparavant, ce qui était fait l'année dernière, on arrive au montant global de l'opération. Mais là, vous parlez... Il n'y a pas de plan de financement pour la tranche 3. Comprise, la phase 3 est comprise dans les tranches 2 et 3 des travaux. Il y a des phases, il y a des tranches. Mais c'est la phase 2 qui regroupe les tranches 2 et 3. Donc là, vous demandez juste pour la tranche 2 de la phase 2. Non, vous demandez juste pour la tranche 2 de la phase 2. Donc il manque la tranche 3. Non. La tranche 3, vous pouvez... Christian, tu peux préciser la tranche 3, c'est quoi? Le montant global, enfin clair, non, pas tant que ça. Donc, hein. Le montant total de l'opération... Non. On n'est pas au café du commerce, là. Oui. Allez. Le montant total de l'opération est de 3 782 000 hors taxes. D'accord? Si on enlève à ces 3 782 000 hors taxes
la partie qui était financée donc dans la première tranche, soit 1 770 000 hors taxes, il nous reste en totalité 1 768 000 qui comprend donc les fameuses tranches 2 et 3. J'entends, mais dans le tableau prévisionnel, il y a écrit coût total prévisionnel de la tranche 2. Et il est où la tranche 3 il aurait dû être indiqué et 3. Voilà, c'est une erreur de tableau. Parce que là, il manque une tranche, du coup. Oui, mais comme elle est... Non, il manque pas une tranche, il manque le... Chut, mais attendez, s'il vous plaît, je réponds. Il manque simplement le libellé, tranche 3, tranche 2 et 3. Ça, c'est une erreur. Mais en revanche, les montants sont bien intégrés. Voilà. D'accord, merci. Non, mais il fallait le préciser. Oui. Oui, merci. Très bien, donc je vous propose en délibéré d'approuver le plan d'aménagement au cœur de ville, dont le montant prévisionnel total s'élève à 3 782 000 euros, répartis en tranches fonctionnelles, d'adopter le plan de financement de la deuxième tranche, tel qu'on vous l'a présenté, ce qui me permet de souligner d'ailleurs que les subventions s'élèvent à 50% du projet, d'autoriser le maire à solliciter l'aide financière de l'État pour la deuxième tranche de l'aménagement du cœur de ville, dans le cadre de la DETR rurale à hauteur de 350 000 euros, et d'autoriser le maire à effectuer les démarches nécessaires à signer les actes. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc approuvé à l'unanimité. Le dossier suivant est la cession d'une parcelle cadastrée AV numéro 137 à la SASU Sud-Vert, lieu-dit la Tourac. Donc Christiane, c'est toi qui le présente. Merci. Bonsoir à tous. Donc, la commune est propriétaire d'un terrain en friche cadastré section AV 137, accessible par le chemin de la Tourac. Ce terrain est classé en zone A au plan local d'urbanisme et représente une superficie de 1580 m². Au cours d'un entretien en mairie, M. Ahmed Benouda, domicilié 13 avenue Alphonse Daudet au Pontet, a fait part de son intérêt pour l'acquisition de ce terrain. En effet, depuis 2012, il cultive les parcelles voisines cadastrées AV 135 et 136. Il souhaiterait, après acquisition, nettoyer le terrain et le remettre en culture. Il a été proposé à M. Benouda de vendre ce terrain au prix de 1,70 € le mètre carré, soit 2 686 €. Ce dernier a fait part de son accord par courrier en date du 21 septembre 2018. Le 18 octobre 2018, le service France Domaine a estimé la valeur vénale de cette parcelle communale à 2 528 €. Dossier 2018 841 132 V 1179. Par délibération en date du 18 décembre 2018, le conseil municipal avait approuvé la vente au profit de M. Benouda. En décembre 2019, M. Benouda a fait part de son souhait d'acquérir le terrain au nom de sa société, la SASU Sud-Vert, plutôt qu'en son nom propre. Il convient que le conseil municipal se prononce sur cette vente et autorise monsieur le maire ou monsieur l'adjoint délégué aux affaires foncières à signer les pièces nécessaires à cette opération. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci. Est-il des questions? Donc pas de questions. Je vous propose de décider de vendre à la SASU Sud-Vert, représenté par son gérant, monsieur Ahmed Benouda, domicilié 13 avenue Alphonse Daudet au Pontet, la parcelle cadastrée AV 137 au lieu dit la Tourac d'une superficie de 1581 m² pour un montant de 2 686 €. Dit que les frais liés à cette opération seront à la charge de l'acquéreur, d'autoriser le maire ou l'adjoint délégué aux affaires foncières à signer les documents. Et on précise, on rapporte la délibération précédente puisqu'elle annule et remplace celle du 18 décembre 2018. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Merci, adopté à l'unanimité. La délibération suivante est l'acquisition d'une parcelle cadastrée section AC 112 rue de la Cavalerie. Donc Christian Royer, merci. La commune a entrepris le projet de réalisation d'une maison des médecins rue de Cavalerie cadastrée AC 110. Madame Marilène Douzon, propriétaire de la parcelle contiguë cadastrée section AC 112, d'une contenance fiscalisée de 30 m², s'est proposé de céder son bien au prix de 12 000 €, non compris les frais d'acquisition. 18 000, pardon, oui.
Vous avez baissé le prix. L'acquisition de ce bien mitoyen permettra la mise en valeur des abords du projet, la rationalisation et l'agrandissement de la propriété communale. Les frais notaires inhérents à cette opération sont pris en charge par la commune. La commune assurera l'intégralité du bâtiment jusqu'à la signature de l'acte définitif. Il convient que le conseil municipal se prononce sur cette acquisition et autorise monsieur le maire ou l'adjoint délégué aux affaires foncières à signer les pièces nécessaires à cette opération. Y a-t-il des questions? Oui, je vous en prie. Oui, donc on en a un petit peu parlé tout à l'heure. C'est sur quel sera l'usage de ce. Vous allez démolir, c'est ça, reconstruction et enfin démolition, et qu'est-ce que vous faites? Voilà. Non, mais il est démoli. Pardon. Il est démoli. Il est démoli. Il se trouve que juste avant Noël, ce bâtiment qui est très petit, 30 mètres carrés sur un étage, le toit est passé au travers, défaut d'entretien, etc. Avec d'ailleurs des tuiles qui étaient un peu en balance sur la rue de la Cavalerie. Du coup, avec cette démolition, le bâtiment intègre quasiment notre jardin, puisque la maison des médecins a un jardin par devant. Et donc, comme il n'était pas du tout dans les projets de la famille propriétaire de reconstruire, ils nous ont proposé de nous le céder. Donc, on ne fera que terminer la démolition qui a déjà démarré toute seule. Voilà. Par contre, vous êtes substitué au propriétaire pour la démolition? Ah oui, on l'acquiert pour le démolir, puisqu'on va faire des travaux qui vont être attenants, et ça ne va pas prendre longtemps pour le faire, oui. Oui. Du coup, c'est pas un petit peu cher, 18 000 € pour... Le prix annoncé, le prix qu'il souhaitait était 2 fois ça. Donc je peux vous dire que on est au cœur de ville, on est 18 000 €, c'est vraiment pas cher. Je peux vous garantir, c'est vraiment pas cher. Voilà. Donc s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose d'en délibérer, de décider d'acquérir la parcelle cadastrée section AC 112, située rue de la Cavalerie, d'une superficie d'environ 30 mètres carrés appartenant à Madame Douzon-Marilène, pour un montant de 18 000 €, dit que les frais liés à cette opération sont à la charge de la commune, et d'autoriser le maire ou l'adjoint délégué aux affaires foncières à signer les documents. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc approuvé à l'unanimité. La délibération suivante, c'est à passer avec la communauté des pays de Sorgues et Mont-de-Vaucluse pour la mise à disposition de moyens techniques. Donc, afin de poursuivre la mutualisation des moyens entre la communauté de communes et les différentes communes qui sont membres, il est proposé de reconduire, en l'adoptant aux nouvelles ressources et aux nouveaux besoins, la convention permettant à la commune de bénéficier des moyens techniques communautaires relatifs au système d'information géographique. Donc on les liste, c'est un traceur de plans, un scanner de plans supérieur, des récepteurs global navigation et système satellite système de grande précision, la connaissance technique nécessaire dans le cadre de l'assistance à la rédaction du parapheur. Donc les reprographies, les scans, les impressions, les numérisations sont payantes à compter de la 15e unité. Et on précise d'ailleurs que la personne qui pilote ce matériel est d'une très grande compétence. Donc il est proposé de réactualiser cette convention qui vous a été jointe. Avez-vous des questions? Pas de questions, donc je vous propose d'en délibérer et d'adopter la convention qui est conclue pour une durée de 1 an à compter de sa signature. Son renouvellement s'effectuera par reconduction tacite, sauf dénonciation expresse adressée 3 mois à l'avance par l'une des parties par lettre recommandée. Cette mise à disposition est consentie à titre gratuit. Cependant, les reprographies, scans, impressions, numérisation sont facturées au-delà de 15 unités par an. Y a-t-il des oppositions, des abstentions, donc adoptées à l'unanimité? Nous avons ensuite à approuver le projet de révision allégée du plan local d'urbanisme de la commune de L'Isle-sur-la-Sorgue, qui nous est mitoyenne, et donc notre commune doit émettre un avis. Christian, tu as la parole. Je voulais tous les échanges de lettres? Non. Dans l'objectif
poursuivi par la révision allégée du PLU donc de la ville de l'Isle-sur-la-Sorgue et l'élargissement du périmètre de la zone 2AUE du quartier de la Bartellière, Saint-Quentin. Le projet consiste à l'intégration de 4 parcelles de terrain de 2,65 hectares, actuellement classées en zone A du PLU, approuvée en 2017, à la zone donc 2AUE, réservée au développement des activités économiques, laquelle représente 23,5 hectares. Donc il y a le plan qui est ici en totalité. Le projet de révision allégée portera donc la surface de cette zone à 26,15 hectares. La zone 2AUE est une zone fermée à l'urbanisation, réservée aux activités économiques. Les modalités du règlement ne sont pas modifiées au sein de la révision allégée du PLU. Le découpage actuel de la zone 2AUE présente une surface quelque peu contraignante dans sa partie sud, pour laquelle l'implantation optimale d'activités et des équipements nécessaires. Par ailleurs, l'urbanisation du site débuterait en partie sud, le long de la route de Caumont. C'est pourquoi la révision allégée a pour objectif d'étendre modérément la zone 2AUE dans la partie sud. Ainsi, le projet de révision allégée a pour objectif de venir conforter une des orientations inscrites au PADD, donc le projet d'aménagement et de développement durable, poursuivre le développement économique et proposer de nouveaux espaces à vocation économique. Au regard de ces dispositions, le projet de révision allégée du PLU de l'Isle-sur-la-Sorgue, ne portant pas sur un secteur limitrophe, ne présente donc pas d'incidence négative pour la commune du Thor. Le projet de révision allégée de PLU de l'Isle-sur-la-Sorgue est compatible avec le PLU de la commune du Thor, approuvé le 16 mars 2017, et ayant fait l'objet d'une révision allégée approuvée le 20 novembre 2018. L'évolution du zonage envisagé est cohérente avec les zones du PLU du Thor. Je vous propose d'émettre un avis favorable au projet de révision allégée du PLU de la commune de l'Isle-sur-la-Sorgue, arrêté par délibération du conseil municipal en date du 16 octobre 2019. Merci Christian. Y a-t-il des questions? Oui, je vous en prie. Pourquoi ces parcelles n'ont pas été intégrées à la zone dès le départ? Parce qu'elles n'étaient pas, dans le PLU actuel, elles n'étaient pas classifiables, constructibles pour de l'industrie. Donc c'est tout le cœur de leur modification de PLU. Donc ils doivent déclasser des zones pour les reclasser en zones constructibles. Quand ils ont fait le PLU à l'origine... Ils l'ont pas fait. Mais ils l'ont pas fait. Il y a une justification. Pourquoi avoir inclus ces terres agricoles dans la zone 2AU et ne pas l'avoir fait dès le départ du zonage? Gérer la mairie du Thor me suffit. Moi, je ne sais pas ce qui s'est passé à l'Isle-sur-Sorgue. Très sincèrement, je ne sais pas. On constate que lorsqu'ils ont fait leur PLU d'origine, ils ne les ont pas mis. Je pense qu'ils ne s'attendaient peut-être pas à avoir une zone aussi importante, je ne sais pas, et que dans la révision, ils veulent mettre cette zone plus grande que ce qui avait été prévu, quoi. Donc voilà. Donc on est contacté comme commune voisine, mais c'est vrai que, comme l'a dit Christian, on n'est pas impacté directement, puisque c'est de l'autre côté, ça ne touche pas notre commune directement. Donc s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose d'en délibérer. Précisant que ne portant pas sur un secteur limitrophe, ça ne présente pas d'incidence négative immédiate pour notre territoire, que le projet de révision allégée du PLU est compatible avec le PLU de la commune du Thor, tel que nous les avons approuvés, et donc décidé d'émettre un avis favorable au projet de révision allégée du plan local d'urbanisme de la commune de l'Isle-sur-Sorgue. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc approuvé à l'unanimité. La délibération suivante traite de l'aide à la restauration des façades et à la rénovation des devantures de commerce en centre-ville. Florence, c'est toi qui as la parole. Merci. Alors, le dispositif d'aide à la restauration des façades a été instauré sur la commune par délibération du conseil municipal en date du 16 décembre 1988. Par la suite, il a été renouvelé plusieurs fois. Par délibération en date du 17 janvier 2017, a été reconduite l'opération d'aide à la reconstruction
des façades du centre-ville du Thor et a été instauré un dispositif complémentaire d'aide à la rénovation des devantures de commerce pour une période de 3 ans. Pour la campagne 2017-2019, 3 aides à la rénovation des façades ont été attribuées pour un montant de 4 621 € et 3 aides pour la rénovation de devantures de commerce ont été versées pour un montant de 1 037 € et un peu plus. Le montant total des aides attribuées sur cette période est de 5 658 €. Les intérêts évoqués lors des précédentes campagnes demeurent. Donc on maintient en fait les intérêts, l'effet d'entraînement participant à la dynamique de la ville par l'encouragement des propriétaires à engager des travaux en raison de l'aspect démonstratif des ravalements ou des réfections de devanture, l'ouverture d'un marché pour les entreprises locales du bâtiment, la valorisation de l'image de la rue et des quartiers participant à la reconquête du centre ancien et en cohérence avec le projet Cœur de Ville, naturellement, et la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine architectural qui, je vous le rappelle, a été inscrit dans notre PLU. L'objectif étant d'améliorer le cadre de vie de l'espace public, seules les façades sur rue ou celles intégralement visibles du domaine public pourront être prises en considération. La commune a entrepris l'aménagement des espaces publics afin de rendre le centre-ville plus qualitatif et attractif. Au regard du faible nombre de ravalements de façades dans le centre historique depuis plusieurs années, il est proposé d'élargir le périmètre où s'applique un taux d'aide renforcé correspondant aux zones figurées en orange sur le plan annexé, que vous voyez affiché en ce moment. Cette aide complémentaire devrait inciter les propriétaires à rénover leurs façades, contribuant à la mise en valeur du patrimoine architectural situé à proximité, c'est-à-dire les remparts, le beffroi, l'église de Notre-Dame-du-Lac. Le périmètre d'attribution de la subvention façade qui comprend 2 secteurs. Donc on a un périmètre à taux normal avec une subvention à hauteur de 25% du montant des travaux, plafonné naturellement à 1 600 € par unité foncière. Et puis un second périmètre qu'on considère à taux renforcé dans le centre historique qui permet d'encourager un peu plus la rénovation des façades dans des secteurs avec un taux de subvention fixé à 35% du montant des travaux, mais plafonné là aussi à 2 500 € par unité foncière. La subvention façade est calculée sur un montant maximum de subvention de 100 € le mètre carré. Il ne peut pas aller au-delà. Il est proposé de compléter et modifier le mode de calcul de la subvention façade de la manière suivante. Ajouter, dans le cas où le bien est concerné par 2 taux différents, il sera fait l'application du taux le plus élevé pour l'ensemble de l'immeuble. Donc on peut avoir des façades qui sont à cheval sur 2 secteurs, notamment celles qui sont sur des angles de rue. Donc on prend le taux le plus favorable et on l'applique même si la façade exposée n'est pas la plus large. Les taux ouvrant droit à la subvention façade sont donc une énumération, la préparation de la façade, les enduits, les modénatures, les volets quincaillerie, les marquises, les gouttières et descentes des eaux usées, les passés de toiture, le ravalement des murs de clôture et les travaux d'entretien et de consolidation des remparts pour ceux qui ont une façade en rempart. Ne sont concernés par la subvention que les façades aux murs sur rue visibles du domaine public. Bon, ça a déjà été évoqué. Le périmètre d'attribution de l'aide à la réfection des devantures correspond aux 2 périmètres de la subvention façade. Dans ces 2 secteurs, le montant de cette aide est proposé à 25% du montant des travaux avec un plafond de subvention fixé à 500 € par commerce. Donc il y a une énumération là aussi. Tout ce qui ouvre droit, c'est la rénovation ou le remplacement de la devanture et ou de la vitrine d'un commerce existant ou en cours d'installation, même s'il n'est pas utilisé. La mise en discrétion des climatiseurs et les dispositifs de fermeture, donc vitrage anti-effraction, intégration du rideau, etc. Les enseignes, les marquises et la mise en accessibilité extérieure. Les conditions d'attribution de la subvention façade et devanture sont chaque subvention ne peut être attribuée qu'une fois par unité foncière sur une période de 10 ans. Les 2 subventions sont cumulables pour la même unité foncière si les travaux sont réalisés simultanément, c'est-à-dire que s'il y a un commerce en rez-de-chaussée, il ouvre droit à la subvention, en plus de la façade. Le CAUE, donc l'organisme de conseil du conseil départemental, il est sollicité pour le suivi architectural de l'opération, en accord bien sûr avec l'architecte des bâtiments de France. Une déclaration préalable doit avoir été déposée en mairie et avoir donné lieu à une décision de non-opposition expresse ou tacite, et c'est obligatoire. Le bien objet de la demande doit avoir une existence légale ou être régulier sur le plan de l'urbanisme, et en centre-ville, quelquefois, on peut avoir des surprises. L'obligation de traiter en même temps toutes les façades visibles de la rue ou du domaine public sur unité foncière, c'est-à-dire qu'on ne fait pas qu'une partie de la façade, on fait la totalité, soit en largeur, soit en hauteur, mais on fait tout.
Le respect des recommandations de la plaquette façade et devanture du centre ancien, qui a été réalisé en collaboration avec le CAUE, mais à l'initiative de notre équipe. Pour les deux dispositifs, le montant des travaux pris en compte pour le calcul de la subvention est toute taxe comprise, c'est-à-dire TTC, pour les personnes morales et physiques non assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, ou du hors-taxe pour les personnes morales et physiques assujetties à la TVA. Il est donc proposé de renouveler la subvention façade et la subvention devanture pour une durée de 3 ans, dans les périmètres qui ont été donc affichés et sont annexés, et selon les montants et conditions définis ci-dessus. Il est proposé d'allouer une enveloppe globale de 20 000 € pour la période de 3 ans. Les crédits annuels seront inscrits au budget principal de la commune chaque année. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci Florence. Y a-t-il des questions? Donc pas de questions, donc je vous propose d'en délibérer, de reconduire pour les 3 années à venir le dispositif d'aide à la restauration des façades et d'aide à la rénovation des devantures commerces, dans le cadre de ce qui vous a été énuméré, d'approuver les périmètres définis par le plan qui est joint en annexe à la délibération, de décider de subventionner les travaux de rénovation de façade selon le détail qui vient de vous être expliqué, décider de subventionner les travaux de rénovation des devantures de commerce de la même façon que ceci vous a été expliqué. Et on précise que les travaux qui ouvrent droit à la subvention façade sont listés et énumérés de façon limitative. Précise que les travaux ouvrant droit à la subvention devanture sont listés et de façon limitative. Préciser que les conditions d'attribution des subventions façade et devanture sont: chaque subvention ne peut être attribuée qu'une fois, les 2 subventions sont cumulables pour une même unité, et l'obligation de traiter en même temps toutes les façades visibles de la rue, et le respect, bien évidemment, des recommandations que nous avons publiées dans la plaquette façade et devanture. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc adopté à l'unanimité, je vous remercie. Et nous avons 2 dernières délibérations. Donc, attribution de subventions de fonctionnement aux associations tauroises. C'est Eliane qui nous les présente. Merci. Merci. Donc, comme chaque année, la commune attribue aux associations des aides financières pour les accompagner dans la réalisation de leurs projets. C'est un soutien pour les associations dans la mise en œuvre et le développement de leur activité. Donc, nous avons plusieurs associations qui ont demandé la subvention de fonctionnement, telles que l'UDSP 84 pour 400 €, le sonographe pour 7 000 €, l'AMAP Le Thor en Vert pour 250 € et les riverains de la Sorgue pour 250 €. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci. Y a-t-il des questions? Donc, pas de questions. Donc, je vous propose d'attribuer aux associations tauroises qui vous ont été listées des subventions de fonctionnement pour l'année 2020. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Il vous remercie. Approuvé à l'unanimité. Et enfin, attribution de subventions d'action aux associations tauroises dans les domaines de l'animation. Donc, Eliane, je t'en prie, merci. Donc, dans les mêmes conditions, donc la commune aide les projets des associations, tels que le comité des fêtes des Vinières au hameau des Vinières pour la 18e édition de la fête de la pomme se tiendra en septembre. Cette manifestation a pour objectif de promouvoir et faire connaître les différentes variétés de pommes cultivées dans nos régions. Les visiteurs pourront à cette occasion faire une dégustation des produits régionaux et prendre conscience du travail fourni par les producteurs. La subvention proposée est de 285 €. Pour l'environnement, l'AMAP Le Thor en Vert, l'association œuvre pour aider l'agriculture paysanne et locale et de mettre en relation leurs produits avec le public par des circuits courts dans le respect de l'environnement. Elle reste partenaire, cette année encore, du projet de l'équipe de secours catholique du Thor, qui consiste à permettre à un public précaire d'accéder à des légumes de saison de qualité, de les découvrir et d'apprendre à les cuisiner dans un moment de partage et d'amitié. Lors d'ateliers cuisine, la subvention proposée pour accompagner cette démarche est de 100 €. Et ensuite, pour l'association Le Sonographe, la salle du Sonographe, au-delà d'être un lieu reconnu par sa programmation blues en France, est avant tout un espace de rencontre où se côtoient de nombreux styles et musiques du monde.
favorisant les moments de partage et de cohésion sociale. Les différents moyens de l'association, lieux, matériel, communication, artistes, sont aussi régulièrement mutualisés, autant avec les écoles de musique du Thor et de Lille qu'avec les associations du Thor et du département. Afin de répondre aux attentes et aux exigences du public accueilli, l'association a besoin de renouveler le matériel de la salle d'accueil et de l'espace bar avec l'achat de tables, de chaises ainsi que de l'éclairage. Le montant de la subvention proposée est de 1 155 €. Dans le cadre de l'organisation du loto de la Saint-Valentin à la salle des fêtes le 9 février prochain, l'association sollicite une aide pour la communication de l'événement avec l'achat de 2 banderoles à afficher dans le centre-ville. Il est proposé une aide de 90 €. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci. Y a-t-il des questions? Donc, je vous propose, après en avoir délibéré, d'attribuer une subvention de 285 € au comité des fêtes des Vinières, 100 € à l'AMAP Le Thor, de 1 155 € au sonographe et de 90 € également au sonographe pour les 2 banderoles. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc adopté à l'unanimité. Donc, je vous rappelle que le prochain conseil municipal, puisque celui-ci se termine, a lieu le 25 février, mardi 25 février, c'est mardi gras, voilà. Non. Et n'oubliez pas, l'ensemble des élus, de signer le registre, c'est important. Et le budget, voilà. Donc, on va vous étaler le budget, vous allez avoir à le signer. Merci.